Fin de cours de commandant d'unité pour les officiers subalternes au centre d'instruction Bouakar Sadassi de Koulikoro. Parmi les modules appris, celui relatif à la lutte contre les engins explosifs improvisés pour les éléments de cette 14e promotion des futurs commandants d'unité. 15 avril 1961, 15 avril 2022, l'aéroport de Tombouctou a 61 ans ce vendredi. Cette date anniversaire de l'inauguration du deuxième aéroport moderne du Mali, après celui de Senou, a intéressé l'équipe régionale de l'ORTM qui est allée voir les innovations apportées, parmi lesquelles l'élargissement de la piste et les nouveaux équipements installés dans cet aéroport qui aura grandement contribué à la lutte contre l'enclavement. Comment supporter le jeûne en cette période de canicule? C'est le sujet du dossier d'Ousmane Diakité qui a rencontré des jeûneurs qui lui ont dévoilé leurs astuces. Des astuces autorisées par certaines pour la religion et la médecine, mais pour d'autres, non. Merci de nous suivre, bonsoir et bienvenue au journal. Série d'audience à la primature. Le chef du gouvernement a successivement reçu cet après-midi 3 diplomates accrédités au Mali. Il s'agit de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, celui du Maroc et le représentant résident de la CEDEAO dans notre pays. Avec ces diplomates, les échanges ont porté sur des sujets brûlants de l'heure comme la bonne gouvernance, la sécurité, les droits de l'homme. Nous retrouverons le compte-rendu de ces audiences avec Fousseni Tounkara en cours de journal. Le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga a reçu hier en audience une délégation du parti RDA reconstituée. La délégation a mis à profit la visite pour échanger avec le Premier ministre sur la situation actuelle du pays. Nous vous proposons d'écouter à sa sortie d'audience le président du RDA Mali Daba Diawara au micro de Bouakar Bablé Touré. C'est d'abord une visite de courtoisie que nous sommes venus rendre au Premier ministre après la reconstitution de la grande famille du RDA qui, comme vous le savez, c'était quelque peu dispersé. Maintenant, nous avons réussi à rassembler la famille et nous avons estimé qu'il était bon que nous venons rendre visite au Premier ministre, nous enquérir de la situation de notre pays, parce que le RDA, pour nous, est une référence pour beaucoup de Maliens aujourd'hui. Et le RDA est aujourd'hui obligé de jouer un rôle important pour sortir notre pays de la situation difficile qu'il connaît aujourd'hui. Donc c'est sur ce sujet que nous étions venus échanger avec le Premier ministre. Et le Premier ministre nous a donné des informations qui nous seront très utiles dans le travail que nous avons déjà commencé. Et la mission que nous nous sommes donnée de parler à l'ensemble des Maliens pour que tous ensemble nous œuvrons pour sortir notre pays de cette situation. Et nous sommes entièrement satisfaits de la rencontre parce que le Premier ministre nous a donné beaucoup d'informations qui nous permettront de mieux travailler à l'avenir sur ce que nous devons prendre comme position par rapport à certaines questions importantes du pays. Le contenu de ce communiqué à présent avant de poursuivre, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales à la République du Mali. La journée du lundi 18 avril 2022, lundi de Pâques chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Fin de cours de commandant d'unité pour les officiers subalternes au centre d'instruction Bouakar Sadassi de Koulikoro. Parmi les modules appris et celui relatif à la lutte contre les engins explosifs improvisés pour les éléments de cette 14e promotion des futurs commandants d'unité. La cérémonie était présidée par le commandant de la mission EUTM. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Ils sont 35 officiers subalternes, dont 6 personnels féminins des forces armées maliennes, à être aguerris en matière de tactique, de pédagogie, de leadership et de lutte contre les engins explosifs improvisés. Ce cours sera d'un grand apport pour les futurs commandants de compagnie. L'objectif de la formation, c'est vous donner des capacités intellectuelles afin de pouvoir commander dignement les hommes sur le théâtre des opérations. Un leader, un commandant de compagnie n'est pas n'importe qui. La réussite de la mission commence avec les hommes de contact. Cette formation de ces officiers est le fruit de la coopération entre le Mali et la mission d'entraînement de l'Union européenne EUTM. Je connais très bien la responsabilité qui repose sur votre épaule. D'autre part, c'est l'une des fonctions les plus belles et les plus honorables de l'armée.
C'est après plus de 3 mois de renforcement des capacités que les commandants d'unités sont aptes à exercer leurs compétences et leur savoir-faire. Nous permet sans doute de faire une bonne analyse sur la situation générale, à savoir la mission, les moyens, le milieu et la menace pour donner des bons ordres à nos subordonnés. Signalons que ce cours permet aux commandants d'unité d'avoir une bonne connaissance du terrain et aussi la maîtrise parfaite des hommes dans des endroits isolés et incertains. Je vous le disais il y a quelques instants, le chef du gouvernement a successivement reçu cet après-midi en audience 3 diplomates accrédités dans notre pays. Il s'agit de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, celui du Maroc et le représentant résident de la CEDEAO dans notre pays. Avec ces diplomates, les échanges ont porté sur les sujets brûlants de l'heure comme la bonne gouvernance, la sécurité ou encore les droits de l'homme. Compte rendu avec Fousseni Tunkara. Barry Luen est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali. Il a été le premier à être reçu par le chef de gouvernement. Les questions des droits de l'homme et des réformes politiques ont dominé les échanges entre les deux personnalités. Nous continuons à soutenir le peuple malien. On a discuté l'importance du respect des droits de l'homme. On a discuté l'importance de respecter les valeurs maliennes, les valeurs protégées. Et aussi, on a discuté le souhait des Maliens pour la réforme politique, un nouvel chemin politique. Et selon notre expérience, nous comprenons cet souhait. À la suite du diplomate britannique, c'est le nouvel ambassadeur du Maroc au Mali qui a été entendu par le Dr Choguel Kokalamaïga. Les diplomates marocains placent cette première rencontre avec le chef du gouvernement dans le cadre d'une visite de courtoisie. Il s'est dit prêt à œuvrer pour le renforcement des liens séculaires entre nos deux pays. C'était ma première rencontre avec M. le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est l'occasion justement de réitérer donc, les relations, rappeler les relations exemplaires, extraordinaires, spécifiques qui ont lié nos deux pays, le Royaume du Maroc et la République du Mali. Et puis, bien sûr, parler des moyens de mieux les renforcer pour le bien-être de nos deux populations, de nos deux pays. Mario Gomez Fernandez, représentant résident de la CEDEAO au Mali, est la dernière personnalité à être reçue. Une première entrevue directe entre le chef du gouvernement et le représentant de l'organisation sous-régionale. J'ai manifesté mon totale disposition pour donner ma contribution positive, pour aider si nécessaire. Pour, comme j'avais dit, si je suis demandé pour donner un conseil, je suis disponible. Et je suis déjà, il y a un mois chez vous, j'ai commencé à connaître. Donc je pense que nous sommes dans le bon chemin et que brièvement nous pouvons trouver la solution que le peuple malien mérite, que le Mali mérite, que notre communauté aussi mérite et réclame. À ces diplomates accrédités au Mali, le chef du gouvernement a réitéré sa disponibilité et celle du gouvernement à maintenir ce élan d'échange dans le but d'étayer davantage l'aspiration du peuple malien. 15 avril 1961, 15 avril 2022, l'aéroport de Tombouctou a 61 ans ce vendredi. Cette date anniversaire de l'inauguration du deuxième aéroport moderne du Mali, après celui de Senou, a intéressé l'équipe régionale de l'ORTM qui est allée voir les innovations apportées, parmi lesquelles l'élargissement de la piste et les nouveaux équipements installés dans cet aéroport qui aura grandement contribué à la lutte contre l'enclavement. Yaya Tandina. Créé en 1961, l'aéroport de Tombouctou souffle ses 61 bougies ce 15 avril 2022. Fruit de la volonté politique des autorités de la Première République et l'engagement du président de l'Assemblée nationale et sénateur d'alors, Maman Alassane Haïdara. Ce projet ne va souffrir d'aucun retard pour sa concrétisation. Objectif visé, lutter contre le désenclavement et assurer la promotion du tourisme dans la ville. À l'époque, la piste d'atterrissage n'était que de 1500 mètres. Il n'y avait que les petits porteurs. Quand j'ai dit petits porteurs, c'est les avions qui pouvaient atterrir, tels que les Chine 14 à l'époque, les DC-3 et les Antonov 2. Aujourd'hui, cet aéroport a connu un changement majeur, malgré la crise de 2012. Des équipements aéronautiques, la réhabilitation de l'aérogare et l'extension de la piste d'envol et d'atterrissage sont entre autres quelques réalisations. Ici, l'aéroport parking de Tombouctou prend au moins 10
appareils stationnés dans le parking. Après Bamako, c'est le plus grand parking de l'aéroport. Avec l'évolution du tourisme et l'évolution des dessertes, on a jugé nécessaire de prolonger la piste encore de 200 mètres pour en faire une piste de 1700 mètres. Par la suite, la piste a été encore rallongée pour devenir 2200 mètres. Dieu merci, aujourd'hui, qui peut recevoir des gros porteurs, tels que les Boeing 737-800, qui peut recevoir les Antonov de certains avions de grande portée, qui reçoit également les C-130. En février 2021, les autorités de la transition ont fait de cet aéroport une de leurs préoccupations, en dotant l'aéroport d'un dispositif sécuritaire, le renforcement de l'effectif et des équipements de dernière génération. Actuellement, là où nous sommes, les vols se font normalement sans faille. L'aéroport de Tombouctou a une grande influence. Actuellement, les vols se font normalement avec la présence de nos forces FAMA ainsi que l'aménagement qui nous fournit l'eau et l'électricité. L'ambiance actuelle de l'aéroport de Tombouctou est due au mouvement des partenaires humanitaires, celui des forces armées et de sécurité, mais aussi la desserte des compagnies privées pour le transport des particuliers. Nous restons dans le nord du pays et dans la région de Taoudéni qui bénéficiera bientôt d'infrastructures sociales de base. Le projet de reconstruction et de relance économique s'implique dans la réalisation de ces infrastructures dans le domaine de l'éducation, de l'eau et surtout de l'agriculture. Elles sont financées, ces infrastructures, à hauteur de 800 millions de francs CFA. Reportage Chirfi Moulay Aydara à Lukoulibaly. Des écoles, des forages, des aménagements agricoles sont autant des infrastructures sociales de base que le projet pour la reconstruction et de relance économique est en train de réaliser à Taoudéni. En fait, l'apport d'eau s'est fait à partir de 3 forages qu'on a eu jusqu'au niveau du premier forage de 75 mètres cubes. Après, le transport de l'eau est fait jusqu'à Taoudéni sur un réservoir de 75 mètres cubes. C'est à partir de là que se fait la distribution. L'apport de l'énergie s'est fait par des panneaux solaires et un groupe de 30 kVA. Tout ce que le projet a pu faire dans cette région de Taoudéni et avec les partenaires SOS Sahel et PO Progrès et aussi la GTIP parce que l'école, l'eau, les SESCOM, c'est quand même ont été réalisés à travers la GTIP, ça il faudra le préciser. Les populations se réjouissent. Je remercie d'abord vraiment l'État malien à travers les PRD pour me permettre vraiment à la stabilisation, au relèvement vraiment toute la région de Taoudéni. Et je tiens vraiment à faire un appel vraiment au PRD de renforcer les capacités des comités de gestion scolaire, de l'ASACO, de l'association communautaire. Le gouvernement a demandé au projet de réaliser un certain nombre d'activités et d'infrastructures. Notamment, il a été réalisé un projet de réhabilitation de la ville de Taoudéni, à transporter l'eau sur 27 km. Maintenant, après, il y aura un autre contrat pour acheminer l'eau dans la ville de Taoudéni pour un coût à peu près de 800 millions de francs CFA. Grâce au projet pour la reconstruction et de relance économique, la ville de Taoudéni dispose déjà d'un CESCOM, d'une école, d'une adduction d'eau et d'un périmètre dattier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique séjourne dans la capitale du Kénédougou depuis jeudi. Accompagné des membres de la commission éducation du CNT, il a visité le site de la future université de Sikasso. Compte rendu, Sekou Konaté, Amadou Dolo. En rencontrant les cadres politiques et administratifs de la région de Sikasso, première étape de cette visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de la commission éducation et communication du CNT, veut partager avec les acteurs de la région la dynamique dans laquelle le gouvernement s'est engagé dans le cadre de la réalisation de l'université de Sikasso. Venir porter un message fort du président de la transition et du Premier ministre pour dire aux populations de Sikasso que l'État s'est engagé fortement donc, dans ce processus de professionnalisation des universités et qu'aujourd'hui le département a reçu des instructions fermes pour que des actions soient engagées, pour qu'un plan soit rapidement élaboré et soumis au gouvernement. Occasion donc pour les acteurs d'apporter des éléments relatifs aux actes déjà posés, comme la mise à disposition d'un site et l'engouement des partenaires techniques et financiers de la région pour ce projet. Mais aussi de poser certaines interrogations
notamment sur le délai de réalisation. Une mission conjointe gouvernement CNT nous va droit au cœur. Et nous savons maintenant que ce problème d'université va voir le jour dans un bref délai. Et cette mission va permettre encore d'accélérer le dossier. À Gongasso, commune rurale à une trentaine de kilomètres de Sikasso, le chef du département a échangé avec les populations avant de visiter le site de 400 hectares destiné à recevoir la nouvelle université de Sikasso. Ce qui s'est passé, c'est que les échanges ont été très francs, très fructueux. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous pensions qui ont été confirmées. Il y a aussi des nouvelles données, des nouvelles informations que nous avons reçues. Il y a aussi des préoccupations qui ont été soulevées. Mais ce qui est important, c'est l'enthousiasme et aussi la mobilisation que nous avons rencontrée auprès des populations. Cette volonté ferme de faire en sorte que l'université de Sikasso soit une réalité, à la fois pour notre enseignement supérieur, aussi comme pour le développement de la région, mais aussi comme opportunité pour le développement national. Une visite d'espoir pour les acteurs de la 3e région qui s'est achevée par la visite aux notabilités de Sikasso et de Gongasso. L'Académie malienne des langues dispose d'un budget prévisionnel de 541 millions de francs CFA pour l'année 2022, un budget en légère diminution par rapport à l'année 2021 qui doit être validé par la 10e session du conseil d'administration de la structure. Reportage de Batraoré avec la voix de Salim Konaté. L'année 2021 a été difficile au plan budgétaire pour l'Amalan, Académie malienne des langues. La structure a bénéficié d'un budget insuffisant pour ses activités retenues. Le budget de l'Académie malienne des langues l'année dernière en recettes en dépenses était à 594 millions de francs CFA. Cette année, pour les prévisions, ce que nous allons présenter au CA pour adoption, ça c'est 541 millions. Très bas par rapport au budget de l'année dernière. Malgré cette insuffisance budgétaire, certaines activités sont retenues pour l'année 2022. Il s'agira de parachever la construction de la salle multimédia, de mener des activités de recherche linguistique et de formation du personnel. Le contrat annuel de performance et le plan stratégique de communication sont des documents dont la validation aidera l'Amalan à mener correctement sa mission. Je n'ai aucun doute que vous examinerez sans complaisance les différents documents soumis à votre approbation et que vos travaux déboucheront sur des propositions concrètes et des recommandations pertinentes. L'Académie malienne des langues est un établissement public à caractère scientifique, technique et culturel. Elle a, entre autres missions, la fixation des règles de transcription de nos langues nationales, l'élaboration du schéma directeur d'aménagement linguistique du Mali. Le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant est au chevet d'une vingtaine d'associations féminines des régions de Gao, Kidal et Menaka. Ces associations ont bénéficié mercredi de kits alimentaires au centre Niali, une donation qui marque le lancement des activités du fonds dans ces régions. Compte rendu Sambare Haïdara. Cette cérémonie de remise des kits alimentaires entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant FAFE, un projet porté par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et exécuté par l'ONG Association Solidarité envers les femmes et les enfants démunis ASFED dans la région de Gao. La cérémonie qui nous réunit ce matin est l'œuvre humanitaire de l'ONG ASFED à travers le financement FAFE du ministère de la promotion de la femme, l'enfant et de la famille pour répondre aux objectifs du fonds, à savoir promouvoir le genre et l'autonomisation des femmes, promouvoir la protection des droits et l'épanouissement des enfants. Les kits alimentaires offerts sont composés du mil, du riz, du lait et de l'huile. Le geste vise à renforcer la résilience des bénéficiaires. Nous attirons l'attention des bénéficiaires. Ces kits ne sont pas destinés comme des dons, mais viennent en appui aux activités génératrices de revenus de ces femmes. Cela permet de réduire leur vulnérabilité. Le gouvernement de la République du Mali a toujours inscrit dans ses priorités les questions de l'autonomisation de la femme et celle de l'épanouissement de l'enfant, qui sont des moyens d'action sûrs et efficaces pour parvenir au développement. Les bénéficiaires ont beaucoup remercié les donateurs pour cette œuvre de bienfaisance en ce mois béni du Ramadan. Une vingtaine d'associations féminines des régions de Gao, Kidal et Menaka se sont répartis les kits alimentaires.
Le service social des armées a procédé à la distribution de 500 complets de bassins aux veuves et orphelins des militaires. Le geste de bienfaisance est une œuvre du groupe Espace Samassa qui manifeste à travers cette donation sa solidarité à l'endroit des couches vulnérables. Le point de la cérémonie de remise avec Aridou Matina. L'opération Ramadan, une initiative du département en charge des affaires religieuses, consiste à assister les couches démunies. Cette démarche humanitaire et solidaire est accompagnée par certaines sociétés, dont le groupe Espace Samassa, qui offre à travers cette cérémonie 500 complets de bassins aux veuves et orphelins des militaires. Le groupe Espace Samassa invite toutes les personnes de bonne volonté à œuvrer dans le même sens de bienfaisance humanitaire, gage de cohésion sociale, chose que notre patrie, le Mali, a tant besoin aujourd'hui, à l'endroit surtout de la progéniture de nos héros, soldats tombés sur le champ d'honneur. Souvenez-vous de ces soldats qui ont laissé père, mère, enfants et frères et sœurs pour aller défendre leur patrie, le Mali. Ces soldats nous représentent tous ce que nous sommes. Parlons, agissons. Ainsi, l'un des pionniers de cette avis est M. Samassa, pour nous démontrer combien notre armée lui tient à cœur. En faisant une donation de 500 complets, nous en sommes comblés. Cette action de bienfaisance à l'endroit des familles de nos vaillants soldats tombés au front est extrêmement importante et doit davantage se multiplier. J'avoue que ça touche le cœur pour magnifier cette joie avec l'ensemble des orphelins et des veuves du Mali. C'est la solidarité qu'il s'agit. Le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité, d'entraide et de convivialité. C'est ce qui a été concrétisé ce matin avec notre opérateur économique Amidou Samassa, qui est le parrain de notre mois de Ramadan. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas pour soulager les couches défavorisées, surtout en ce mois béni de Ramadan. Autre œuvre de bienfaisance avec cette fois-ci la Fondation Sahel Emploi qui vole au secours des femmes membres des associations féminines, des personnes en situation de handicap, des veuves. Une quinzaine de tonnes de sucre a été remise à ces couches pour venir en appui aux efforts des autorités de la transition. Awa dit Makamara. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Cet adage du vagabond de la charité colle bien avec le geste de la Fondation Sahel Emploi. Cette entreprise vient de donner le sourire à des femmes, membres d'associations féminines, des personnes en situation de handicap, des veuves et beaucoup d'autres. La donation est composée essentiellement de sucre. Cette cérémonie, comme celle du mois de Carême dernier, est symbolique et a pour but d'accompagner ces associations dans leur prise en charge quotidienne des personnes nécessiteuses. Je saisis cette occasion solennelle pour remercier tous les collaborateurs pour leur soutien constant. Par ce geste, la Fondation Sahel Emploi apporte sa contribution aux autorités de la transition en cette période de solidarité. Ça complète les œuvres de l'État. C'est le rôle de l'État de contribuer à prendre en charge, à accompagner les populations dans le dénouement. Si la société civile, à travers des associations, s'organise aussi pour essayer d'accompagner l'État à rechercher auprès des entreprises, des sociétés, des actions de solidarité pour compléter ce que l'État fait. C'est le lieu vraiment de saluer et de remercier l'ensemble des représentants et des représentantes des associations qui sont là. Seydou et Safiatou font partie des bénéficiaires. Ils ne cachent pas leur satisfaction. Nous, on ne fait que remercier la Fondation Sahel Emploi. Ça fait 2 ans maintenant que la Fondation nous accompagne. À chaque mois de carême, nous sommes là ici. Donc on ne fait que remercier. Je remercie Sahel Emploi. Ce dont nous sera utile pendant ce mois béni. Les bénéficiaires ont fait des prières et bénédictions pour la bonne marche de l'entreprise. Comment supporter les jeunes en cette période de canicule? C'est le sujet du dossier Kousouane Diakité qui a rencontré des jeunes qui lui ont dévoilé leurs astuces. Des astuces autorisées pour certaines par la religion et la médecine, mais pour d'autres, non. Suivons ensemble. Si les jeunes est un devoir religieux, l'observer en cette période de canicule relève de la présence d'une foi forte. À défaut, on est manque d'imagination pour faciliter l'accomplissement de ces 4 piliers de l'islam. La recherche de la fraîcheur devient donc le point commun des jeunes, avec comme l'un des points d'attraction les plages. Quand je jeûne, je vais à la plage pour supporter le jeûne. Une fois là-bas, je me baigne afin de rafraîchir ma peau. Comme ça, je peux passer toute la journée sans problème.
Si la foi permet d'observer les jeunes sans grande difficulté, rester sous la fraîcheur jusqu'au coup de cloche semble être privilégié par beaucoup de jeunes. Pour supporter les jeunes pendant cette période de chaleur-là, d'abord, les matins de bonheur, quand nous arrivons ici, nous mouillons d'abord la terre, des dents, des dés, et ensuite, chaque fois qu'il fait chaud et qu'on n'a même pas au moment où on n'a même pas de salive dans la bouche, là, on essaie de mouiller un peu la tête. Voilà, sinon même souvent le corps, les chemises, voilà, ou bien ensuite nous faisons aussi des ablutions chaque fois qu'il fait chaud. Moi personnellement, mon astuce c'est quoi? C'est la foi. Moi je pense que ce qui peut nous aider à endurer, c'est la foi. Comme si ces solutions ne suffisaient pas, certains génères élisent domicile dans les mosquées pour profiter au maximum de l'air conditionné, à l'image de celle de l'ORTM qui ne désemplit pas à l'heure ou après la prière. Même les vendeurs de passage y passent un bon moment. Décidément, tous les moyens semblent bons pour se protéger contre la forte chaleur. Rassurez-vous, les différentes astuces utilisées n'ont aucun impact négatif sur les jeunes. Pour un musulman, c'est rafraîchir pendant le mois de Ramadan, courant la journée, n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne. Pourvu tout simplement que l'eau ne pénètre pas par un orifice ouvert. Les orifices ouverts, vous avez la bouche, vous avez l'oreille et vous avez aussi le nez. Alors, donc ces orifices ouverts, s'il n'y a pas eu d'introduction de quelque chose volumineuse, alors donc votre jeûne n'est pas du tout rompu. Mais prier dans l'eau pour se rafraîchir, cela est catégoriquement interdit islamiquement. Alors, s'introduire dans le frigo afin d'avoir de la fraîcheur, cela est catégoriquement interdit et ça annule le jeûne. Donc, il est demandé à tous les musulmans, en cette période de canicule, d'adorer Allah conformément à la tradition musulmane. Dans les domaines de la santé, se protéger contre la chaleur est fortement conseillé pour éviter la déshydratation. La prise en compte de cette recommandation sanitaire devient plus nécessaire en cette période de Ramadan. À la canicule, on est à 43, 41, 42 degrés dans l'ombre, donc il fait extrêmement chaud. Donc quand il fait chaud comme ça, le risque c'est quoi? C'est la déshydratation. Donc l'astuce pour se protéger de tout ça, il faut être à l'ombre. Le deuxième astuce, c'est les gens qui sont sous le soleil et qui travaillent, il faut qu'ils changent d'horaire et de temps de travail. On voit des pratiques, hein. Les gens s'aspergent d'eau, les gens mouillent des serviettes pour se mettre à la tête. Bon, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Toujours, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour le corps parce que ça refroidit le corps. Mais attention, avertissent les spécialistes, certaines astuces pour supporter les jeunes peuvent avoir des inconvénients sur la santé. Des petits inconvénients. Le premier inconvénient qu'on peut tirer de ça, c'est l'avènement des maladies respiratoires. Hein. Ça peut venir. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui se mouille la serviette avec de la glace, il la met sur la tête, la met sur le nez. Étant donné que les germes aiment trop l'humidité et aiment trop la fraîcheur, donc les germes peuvent pulluler, les virus peuvent pulluler et ça peut donner un rhume, ça peut donner une grippe. D'accord? Voilà, donc ça c'est les inconvénients qui peuvent en découler. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre chose. Bon, qui dit rhume, grippe, il y a l'angine qui peut s'en suivre, il y a la pneumonie virale qui peut s'en suivre. D'accord? Donc, il y a les maladies respiratoires qui sont liées au rhume et au virus de la grippe. En tout cas, plus rien ne semble décourager ces génères qui n'entendent point quitter la fraîcheur, quel que soit le prix. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Chacun ses astuces. La Nazera, dans le cadre d'une bonne exécution de sa tâche de sensibilisation des usagers sur le code de la route, vient de signer une convention de partenariat avec la Direction nationale de la police et de la gendarmerie nationale. Une démarche qui devra permettre aux structures concernées de mieux jouer leur partition dans la sensibilisation et la dissuasion des usagers du code de la route. Compte rendu de Adama Traoré. Cette signature de convention de partenariat entre la Nazer, la police et la gendarmerie nationale est basée sur le renforcement du dispositif de contrôle conjoint. Un engagement qui devrait aboutir à une résolution de la réduction de la problématique des accidents de la circulation routière. Le partenariat
avec l'Agence nationale de la sécurité routière pour que nous parvenions à diminuer de façon drastique les tués sur la route. Avec l'effort conjugué de nos deux structures, on peut arriver à sécuriser les usagers de la route. La convention que nous souhaitons aujourd'hui proroger a eu à apporter ses effets sur le terrain, a créé d'abord entre nos deux structures des axes d'effort. Et les résultats sont tangibles. Selon la directrice de l'ANASER, cette convention de partenariat vient à point nommé. Quand nous élaborons des campagnes de sensibilisation, nous sommes sur les routes. Nous interpellons les usagers de la route. Et évidemment, comme vous le savez, nous n'avons pas ce pouvoir d'interpellation. Donc nous sommes obligés d'être avec les forces de sécurité, donc chargés de la circulation routière. Donc en ville, c'est la police et en reste campagne, c'est la gendarmerie. Donc sans eux, nous ne pouvons pas travailler. Donc évidemment, ils sont chargés du contrôle et de la sanction. Nous sommes chargés de la sensibilisation, de l'information et de la promotion de la sécurité routière. Tout cela concourt justement à lutter contre l'insécurité routière sur nos routes. La démarche vise à sensibiliser l'ensemble des usagers de la circulation routière et quelquefois procéder à la répression si possible. L'hôpital du Mali vient d'accueillir la 28e équipe de la mission médicale chinoise. L'occasion a été saisie donc pour décorer la 27e équipe médicale en fin de mission. L'arrivée de cette délégation sanitaire chinoise s'inscrit dans le cadre de la coopération sanitaire entre notre pays et la République populaire de Chine, coopération sanitaire vieille de plusieurs décennies. Barakissa Ouattara. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Le peuple malien exprime ainsi sa gratitude envers la République populaire de Chine pour sa présence constante auprès du Mali dans le cadre de la coopération sanitaire. La 27e équipe médicale chinoise présente à l'hôpital du Mali depuis près de 2 ans en fin de mission répare avec tous les honneurs. Cette décoration signifie beaucoup pour nous. Nous le considérons comme un encouragement à poursuivre notre bonne et d'étroite relation à l'avenir. Je tiens à adresser mes vives félicitations à tous les médecins chinois récipiendaires. Je voudrais également souhaiter la chaleureuse bienvenue aux membres de la 28e mission qui viennent d'arriver au Mali. La 28e mission médicale vient donc prendre le relais pour poursuivre l'excellence de cette coopération médicale. La 27e mission médicale chinoise, restée pendant près de 18 mois loin des siens, a fait preuve d'exemplarité pendant tout son séjour au Mali. Elle a contribué à apporter des soins de qualité à la population malienne, mais aussi au transfert de connaissances, surtout les techniques chinoises dans le domaine médical. Je voudrais souhaiter la chaleureuse bienvenue en terre malienne à la 28e mission médicale chinoise. Au Bismillah. La coopération médicale et sanitaire entre la Chine et le Mali remonte loin. En mémoire, c'est en 1968 que la Chine a envoyé sa première mission au Mali et depuis, cette intervention n'a jamais fait interruption et contribue beaucoup à l'amélioration de la santé publique des Maliens. Fermons cette édition en parlant santé toujours avec le point Covid de ce vendredi 15 avril 2022. 671 tests ont été réalisés par les services de santé. On dénombre 16 cas positifs, 23 personnes guéries et 0 décès à ce jour. 99 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.